Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pendant les vacances, depuis la semaine dernière, je vous propose de revenir sur 3 années d'émission, 157 épisodes de ce magazine à travers des best-of. Aujourd'hui, best-of numéro 2, je vous propose de revenir sur des destins extraordinaires. Nelly Hérin, qui a passé 123 jours dans une prison iranienne, Lia Renard, qui a perdu la mémoire, Laura et Mélissa, qui ont traversé la Manche sur une yole, ou encore Valérie, qui a changé de vie totalement pour devenir astrotarologue. Depuis 3 ans, nous suivons tous les chemins qu'empruntent les femmes. Et revenons un instant sur ce qui se passe donc sur cette île de Kish. Oui. Tu arrives, tu vas traiter avec des gens, Oui. et puis le truc part en vrille, comme on dit. Absolument. Tu te retrouves appréhendé, menotté et mené en prison. Absolument. Et tu n'y comprends rien. Absolument. Voilà. J'étais tout à fait, donc j'ai rencontré la personne qu'il fallait, on a discuté des accords comme une affaire normale, quoi. On a signé des papiers comme quoi vous allez faire ça, nous on va faire ça dans telles conditions, donc voilà, c'est je veux dire une pratique normale dans le monde du business. C'était le samedi et le dimanche, je dis bon bah moi je rentre chez moi. Il me dit mais le dimanche il n'y a pas d'avion, donc il faut attendre lundi. Je fais bah, ok. Et donc cet homme me dit gentiment bah, écoutez je vais vous faire envoyer une voiture, vous allez faire du tourisme dans l'île, vous allez visiter l'île. Et effectivement, l'île de Kish, il fallait porter un foulard. Et du coup, je me moquais de moi-même devant le je dis, regarde, toi qui as dit que jamais tu porteras un foulard, tu es bien obligé, là, tu portes un foulard. Et là, on vient me chercher en me disant, non, 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 il y a une surprise pour toi. J'ai une surprise pour moi, je connais personne, c'est quoi l'histoire? Non, non, viens, comme. Donc j'arrive dans une suite de l'hôtel. Donc tous ceux que j'avais rencontrés pour signer le contrat sont là, étaient là, tout le monde est joyeux, rigole, donc moi je suis là, ils parlent en anglais, non pas en anglais, ils parlent en perse et en arabe, donc comme je dis, c'est pas une langue intuitive, hein, on peut donc pas... tu comprenais pas? Je comprenais pas, donc je souriais, tout ce que je pouvais faire, et brusquement on frappe à la porte, et là il y a une volée de 10... De policiers en civil, Oui. et une femme avec le tchador qui est en vert, qui vient juste se mettre à côté de moi. J'étais la seule femme. Hein, donc, ils avaient bien repéré leur truc. Elle est venue se mettre à côté de moi. Et il y en a un tout de suite qui prend son téléphone et qui filme. Et sincèrement, moi, je dis, mais c'est caméra cachée. Tu comprends pas? Non, moi, franchement, j'ai pris ça pour de l'amusement. J'ai dit, ils me font une farce, quoi. C'est une farce. Ils sont en train de me filmer, c'est une farce. Et quand j'ai vu que le grand patron s'est mis à pleurer, j'ai fait, ah non, là, c'est plus... Et donc là, il t'appréhende? Donc là, alors, l'avantage d'être une femme, c'est qu'ils ne peuvent pas te toucher. Mais les hommes, ils ont tout de suite pris, ils ont mis les menottes, etc. Mais en tant que femme, ils n'ont pas le droit de me toucher. J'avais quelqu'un collé, mais ils n'ont pas le droit de me toucher. Et donc, ils ont fait des interrogatoires, etc., etc. Puis, enfin, c'était 10h du matin. Et puis, en fin de journée, ils me sortent un papier. Donc, il y a un qui arrive, toujours pareil en civil, mais vu la façon, je pense que c'est une autorité. Et il sort sa feuille. Et puis, il me papier qui te demande de signer. Il me donne un papier qui me demande de signer. Et je regarde le papier, tout est écrit en perse. Donc, je dis, bah... Tu dis non? Je dis non. Et finalement, tu le signes quand même? En précisant? Je signe parce qu'on m'a fait une forme de pression. Oui, quoi, on t'intimide. On t'intimidation. J'ai dit, bon, bah, puisque vous insistez, je vais signer. Mais j'ai écrit, je ne comprends pas ce que je signe. Et je l'ai mis en français et j'ai mis en anglais. Et il te reproche quoi? Pourquoi? Est-ce que tu finis par comprendre ce qu'il te reproche? Non, il me reproche atteinte à la sécurité de l'État d'Iran. Et donc, je suis un contrat illégal, non? Non, non, à ce stade-là, c'est pas ça. Non, c'est même pas ça le stade. Atteinte à la sécurité de l'État d'Iran et emprisonné 2 mois. Ça, c'était donc, voilà, 21 octobre, en fait, 2018. Voilà. Et donc, ils te disent, vous allez être emprisonné pendant 2 mois. Et donc, ils me disent, voilà, j'atteins à la sécurité de l'État. Mais t'expliques pourquoi il y a une atteinte à la sécurité? C'est tout. Et donc, on te dit, atteinte, tu signes le papier et direct en prison. Et du coup, parce que comme on était sur l'île de Kish, ils m'ont fait rentrer, j'ai pris l'avion, enfin, ils m'ont accompagné, voilà, et en bas de l'avion, hôpital. Non. Pas tout de suite. Prison. Je suis passée à l'hôpital quand même. Prison. Mais prison des vins, direct. Eva. Eva, c'est le nom de la prison. Et après, tu passes donc dans cette prison de femmes. Oui, donc 4 mois dans cette prison, 2 mois en cellule en partie haute sécurité, donc des conditions de détention qui sont très dures. Et après, comme l'ambassade est venue, 2 mois où j'étais un peu plus, entre guillemets, relax, façon de parler, qui était en fait le département des femmes politiques. Et si tu veux, comment ça se passe alors? Comment tu tiens? C'est la première fois que tu fais de la prison, bien sûr, oui. En Iran. Ouais. Comment tu tiens? Qu'est-ce qui te permet de tenir? Tu racontes que finalement, on parle de résilience aussi, tu as dépassé ça en fait,
Tu as dépassé cette situation-là, tu étais même gay en prison. Oui, parce Comment que... tu tiens? Quels sont les ressorts de En fait, je veux dire, mon ressort vraiment là, c'était cette relation à Dieu. D'accord. Et donc, quand j'allais pas bien, je pleurais dans mon coin, etc. Et puis après, j'ai eu cette espèce de force, ce que j'ai raconté, qui sortait de mes pieds, qui remontait. Cette force qui est de dire, vous voulez m'écraser? Je vais montrer. Je suis là avec vous. Et donc, du coup, j'étais joyeuse, je faisais rigoler. Mais tu pensais que tu allais sortir? Et à un moment, alors, jusque dans la période des 2 mois, oui, j'ai cru que j'allais sortir. Et normalement, pour moi, à Noël, j'étais chez moi. Et là, quand j'ai vu qu'au bout de 2 mois, Noël est arrivé et je ne suis pas sortie, là, j'ai eu un coup de... Mais tu n'avais pas de contact avec ta famille? Zéro contact. Tu n'avais pas de contact avec l'ambassade? Alors, l'ambassade est venue une fois. Oui. Avant Noël? Avant Noël. Un mois, elle est venue fin novembre. Et elle devait revenir après, pour décembre, donc, mais après Noël. Et non, c'est... Donc c'est vraiment ta force mentale qui te fait tenir. Ouais. Il y a des amnésies totales, des amnésies psychologiques, des amnésies, cérébrales, donc lésionnelles. Dans mon cas, c'est plus amnésie psychologique, donc suite à un choc. Physique, tu es tombée en fait, parce que les enfants t'ont entendu. Alors, ils ne savent pas, parce que justement, ils ne savent pas si c'est directement lié ou pas. C'est ça qui est un peu difficile, parce qu'à l'imagerie, il n'y avait rien de concluant. Voilà. Donc, ils disent soit choc physique ou émotionnel. Mais alors, on ne va pas te demander si tu t'en souviens, puisque tu ne te souviens pas. Tu ne te souviens pas du tout de la façon dont s'est déroulée cette fête des mères. D'ailleurs, quand mon ex-mari a lu le début du livre, il m'a dit, mais en fait, ce n'était pas le lendemain même de la fête des mères, c'était le surlendemain. Donc, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce livre, c'est toi qui reconstitue tout ce qui s'est passé, parce que les gens t'ont raconté. Oui. Mais par exemple, Lucas, c'est pas lui qui t'a fait. Tu n'as pas interviewé Lucas, ton époux, ton ex-époux. Non, parce que c'était difficile. Alors, c'est pas son vrai prénom, j'ai changé les prénoms exprès, sauf le mien et celui de mes enfants. Mais pour lui, c'est encore très difficile d'en parler. Donc, en fait, je prenais des bribes d'informations par-ci, par-là, parce que je sentais bien la gêne. Et j'essayais de reconstituer le puzzle à ma façon, quoi. D'accord. Donc, et tu t'appelais Yasmine. Oui. Et désormais, tu as choisi de t'appeler Lia. Tout à fait. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que je ne me reconnaissais pas quand on m'appelait Yasmine. C'était douloureux. Et en fait, ça représentait vraiment ce que j'avais perdu, ce qui n'était plus. Et un soir, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais vraiment dans une extrême détresse, à 2 doigts encore d'une tentative de suicide. Parce que tu en as fait 3? Voilà. Oui. Et là, je me suis dit, c'est soit je vis, soit je meurs, en fait. Et j'ai fait je dis que c'est un rêve, mais je ne suis même pas sûre que ce soit un rêve. De cette petite fille qui est avec ces 2 nattes, tu l'as décrit dans voilà. Il ne faut pas tout parler du livre, il faut l'acheter un peu. Oui. Et oui, effectivement, elle m'a parlé, elle m'a appelée Lia. Et pour la première fois depuis 1 an, en plus comme par hasard, ça s'est passé à 1 an jour pour jour en fait. Pour la première fois, je me suis sentie Lia. Tu as senti que tu te reconnaissais. C'est ça. Et depuis ce jour, j'ai fait, alors à l'époque, je n'avais pas l'intelligence émotionnelle d'aujourd'hui, donc j'ai agi comme une enfant. À l'époque, on m'avait dit que j'avais environ 4-7 ans d'âge mental. Quand tu es revenue comme ça, quand tu t'es vue, donc tu avais régressé à 4-7 ans? En fait, c'était même pas mes mécanismes, ma façon d'être avec les autres, c'était comme une enfant. D'accord. Voilà. Intellectuellement, ça allait. Même si au début, j'avais des problèmes avec certains mots, certains objets aussi. Mes enfants le disent encore, j'appelais la télé la grosse boîte noire. Donc, ouais, ça peut faire peur, ça. Ah oui. Mais là, avait peur. Oui, justement. Et comment ils ont réagi, les enfants? Ah, mais les enfants, c'est ceux qui ont le mieux réagi, en fait. Les enfants s'adaptent super vite. Et avec eux, c'était les seuls, jusqu'à maintenant, avec qui je me suis toujours sentie à la fois en sécurité et comprise. C'est-à-dire, c'est venu naturellement, en fait. Et j'apprenais en même temps qu'eux. Vas-y, pardon. Et c'est ton mari qui a initié le fait d'aller voir des médecins Oui. Oui. Il a appelé en fait les pompiers quand il a vu que c'était vraiment sérieux, parce qu'au début il pensait que je rigolais forcément, et quand il a vu que j'ai crié quand j'ai vu mes enfants, il a dit ok, là c'est bon. Il a appelé les pompiers, donc on m'a mise en observation, on m'a laissé sortir je crois au bout de 2-3 jours. Et après, on a continué avec psychologue, psychomotricien, neurologue. Voilà. Avant d'imaginer ça, tu as fait tout autre chose. Oui.
Tu as été juriste, tu as été avocate. J'étais avocate au barreau de Paris pendant plusieurs années. J'ai eu une première expérience de 7 ans. Autant dire tout de suite que ça ne m'a pas plu. Je crois que j'étais l'un des plus piètres éléments du barreau de Paris, pour une raison très simple, c'est que je n'aimais pas ça. Voilà, donc je n'y mettais pas de cœur. Mais pourquoi tu as voulu faire ça du coup? Tu as fait des études, tu t'es engagée dans les études de droit? Franchement, tu sais, tout à l'heure, c'est quand même 4 ans d'études au moins. 4 ans d'études, un concours. Tout à l'heure, je plaisantais en disant que vu mon niveau scientifique, ce que disait Lydia était pour moi de l'inconnu. Je n'avais pas trop le choix ici. Quand j'ai eu mon bac, c'était il y a longtemps, en 1985, voilà, à mon avis, 1985. Rappelle, la fac à l'époque, il n'y avait pas un grand choix, mes parents ne voulaient pas me laisser partir. Donc qu'est-ce qui me restait quand tu as eu 3 ans en maths au bac et qu'on te fait croire que si tu n'es pas bonne en maths, tu ne feras rien, il te reste le droit, j'avais une bonne mémoire. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça, mais j'aurais pu faire autre chose aussi. D'accord, tu n'étais pas passionnée? Pas du tout, c'était un choix par défaut. Ok. Absolument. Et donc tu as fait quoi? Du droit civil, du droit pénal? J'ai fait du droit européen, du droit international, qui était le moins ennuyeux à l'époque. Et puis après, j'ai essayé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai rencontré des avocats et je me suis retrouvée en fait à passer le concours d'avocat, mais pour bien faire quelque chose. Sans cœur. J'avais fini mes études, il fallait bien justifier ça auprès de mes parents. Donc j'ai passé le diplôme d'avocat, mais sans cœur. Tu l'as dit, quand il n'y a pas de cœur dans quelque chose. Et tu as pratiqué pendant 7 ans et après... Dès la naissance de mon premier enfant, je me suis empressée de démissionner. J'ai eu 3 enfants, donc je me suis occupée pleinement de mes enfants. Ensuite, j'ai créé une maison d'édition jeunesse. Ah. Oui, j'ai écrit 20 romans pour enfants, j'ai travaillé avec une grosse maison d'édition jeunesse, j'ai créé ma propre structure. C'est quoi, tu as fait une série ou des romans différents? Alors j'ai travaillé pour les éditions Lito qui me commandaient des textes variés dans leurs gros recueils. J'ai créé ma propre structure où je prenais d'autres auteurs et où j'éditais aussi mes propres textes. Ça a duré un certain nombre d'années, c'était génial, ça m'a apporté plein de choses, mais le modèle économique que j'avais n'était pas viable. Donc j'ai arrêté, mais en fait le tarot et l'astrologie étaient une passion qui prenait beaucoup de place et c'est devenu mon activité. D'accord. Tu connais un peu le tarot? Le tarot de Marseille, le tarot... Pas du tout. Et l'astrologie? Pour toi, un astrologue, c'est quoi? Franchement, c'est vraiment pas un truc auquel je me suis intéressée. Mais vraiment, donc, elle va développer. Tu ne dis jamais tu connais ton signe astrologique quand même? J'entends parler, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Certes, mais tu connais ton signe? Oui, oui, tout à fait. Tu es de quel mois donc? Septembre. Donc tu es Balance. Ah, Vierge, d'accord. Ok. Et donc ça ne t'intéresse pas. Mais pourquoi ça t'intéresse? On a l'impression que c'est le scientifique, donc c'est pas du tout scientifique pour toi. Ah non, mais pas du tout, non. Enfin, on va dire que c'est un peu plus spirituel et religieux. Pour toi? Non. Oui. Alors, donc, mais à quel moment... que je ne m'y intéresse pas. Oui, voilà. C'est pour ça. Oui, voilà. D'accord. Oui. Quand on est religieux, enfin, quand on pratique, on ne s'intéresse pas à ça. Oui, mais je crois qu'elle n'est pas du tout sous la même chose. Hein. Non. C'est pas, comme tu disais, c'est pas les trucs le matin là où vous êtes vierge. Voilà, c'est pas du tout ça. Alors, explique-nous. C'est quoi le tarot? Moi, je connais le tarot de Marseille. Tu tires des cartes. Alors, il y a le tarot de Marseille qui est en fait étroitement relié à l'astrologie, qui se compose de l'âme majeure et de l'âme mineure, mais qui sont à partir de symboles, en fait, des symboles très très anciens. Ce serait trop long de développer ça, mais il y a une très belle connexion avec l'astrologie. En ce qui concerne l'astrologie, elle est reliée à l'astronomie. Quand tu prends une carte du ciel, les écarts entre les planètes qui forment ce qu'on appelle des aspects et qui donc déterminent des traits de personnalité, ce sont des écarts géométriques. Tout est parfaitement ordonné. Quand on s'intéresse à l'astrologie avec justement le recul, et j'aime bien ton approche parce que moi j'ai beaucoup d'énergie vierge dans mon thème, ce qui fait que j'analyse tout cela justement en dehors du contexte religieux, avec beaucoup de discrimination. Eh bien, tu t'aperçois qu'il y a des cycles, tu t'aperçois qu'il y a des enchaînements, et en fait le but d'un individu, c'est de permettre à la machine de fonctionner. Et donc de débloquer là où c'est bloqué, et d'empêcher surtout l'arrêt de l'évolution. Les individus, en général, ils souffrent. Pourquoi? C'est parce qu'ils refusent l'évolution. L'individu n'aime pas le changement. Il a peur de prendre des risques. Il a besoin de ce côté lunaire, de ce côté très sécurisant. Tout ce qui le sort de la matrice de la Lune provoque de l'effroi. Quand tu connais ta carte du ciel, tu connais tes points faibles, mais tu connais aussi tes points forts. Mais elle te donne aussi les pistes pour pouvoir
surmonter tes points forts. Mais il faut accepter une forme de discipline. Il faut accepter de prendre ses responsabilités. Et moi, ce qui m'intéresse justement, ce sont les personnes qui arrivent à un stade de leur vie où elles ont besoin vraiment de prendre une autre voie. Et d'être accompagnées. Exactement. Et c'est très, très difficile. Et la première question que je leur pose, c'est demande-toi ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait et ce que tu as laissé faire. Et alors, parlez-nous de la transmanche, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'était dans l'actualité. Donc, vous êtes partis, donc parlez-nous un petit peu de cette expérience. Vous êtes pas, donc c'était une première en fait, c'est un exploit. Vous avez traversé la Manche. Dans quelles conditions? C'était facile. Comment ça s'est passé? Donc on est parti le 10 et on a fait la traversée le 14. Donc le lundi quand on est arrivé, donc le 11, on s'est, non ça c'est le dimanche. On s'est dit bon, en fait à Calais il y a un club nautique et ils ont un lac de 17 hectares en fait. Et donc on s'est dit bon, on va naviguer. Donc on est allé naviguer sans combinaison, sans rien. L'eau était un peu froide, mais je pense que... Pourquoi tu rigoles? Non, parce que c'était sur un coup de tête, en fait. Je pense qu'on était tellement pressés, impatients, qu'on ne sentait même pas la fraîcheur de l'eau. Pour nous, l'eau était bonne. Et le lundi, on a fait notre premier entraînement sur la plage de Calais, au niveau de la plage de Calais. Il y a des galets, c'est pas du sable. Non, c'était du sable. À Calais, c'était du sable. Oui, c'est en Angleterre qu'il y a des galets. d'accord, ok, pardon. Et l'entraînement s'est super bien passé. Là, cette fois-ci, on avait les combinaisons. Donc, l'eau était un peu fraîche, mais il faisait chaud. Donc, les combinaisons chauffaient bien quand même. Et puis, le climat était agréable. Vraiment, il faisait beau. Donc, on est venu avec le beau temps et je crois qu'on est reparti avec le beau temps aussi. Et puis après, il y a eu la pluie. Hein, là, exactement. Et donc, du coup, le 14, quand on a fait la traversée, donc on est parti de Douvres, donc d'Angleterre, et on est arrivé à Calais, à Sangatte. À Sangatte, ouais. Et la partie qui était le plus mouvementée, la plus compliquée, c'était côté français. Ouais. Côté anglais, on l'a passé, mais tranquillement. Mais après, moi, j'ai trouvé que la traversée de la Manche, c'était comme une étape du Tour des Yoles. Ah oui. Pour moi... C'est combien de kilomètres? Le nombre de kilomètres, c'était... C'est la même distance que Martinique-Sainte-Lucie. D'accord. Donc, on l'a fait en 3h30. 3 heures, okay. Donc, on a dû être tracté sur la partie ferry, donc le chenal où tous les gros bateaux passent, pour des raisons de sécurité. Là, c'était particulier? Il fallait gérer la stabilité de l'aïeul, en fait. Donc, on a lâché la voile et on a mis des bois de chaque côté de l'aïeul pour gérer la stabilité de l'aïeul. Et après, quand on a passé la partie ferry, donc le rail, le bateau qui nous tractait nous a lâchés. On a rattaché la voile et on est parti tranquillement. Mais là, c'était un peu... La mer a changé d'un coup aussi. Hein. Pourquoi C'était vraiment beaucoup plus agité. Il y avait des creux un peu plus grands que du côté anglais. Et l'aïeul prenait de l'eau comme pas possible. Pour vous dire, on retirait de l'eau avec des seaux margarine. Je ne sais pas si vous voyez. Il y avait de l'eau. D'accord. Et c'était glacé. À un moment, moi, je ne sentais plus mes mains. C'était froid. C'était dur. Pour moi, c'était ça la partie la plus dure. C'était la température de l'eau et puis le vent. Mais c'était ça l'exploit, sinon. C'était ça la difficulté. Donc, vraiment... Donc, c'était un exploit. Vous pensez que vous avez réalisé un exploit? Oui. Après, moi, je n'ai pas réalisé tout de suite ce qu'on avait fait. Hein. Et puis, pour moi, c'est passé tellement vite. Et quand on nous a dit on a fait 3h30 de traversée, j'ai dit ah bon? Parce que pour moi, ça a été vite. Et puis, on était tellement en mouvement comme ça que... Après, même toi, le corps chauffait un peu, mais pour moi, c'était ça la difficulté, c'était la température. Vous étiez contente? Très. Très contente parce qu'après, Christophe, il nous a dit, là, je veux que ce soit quand vous allez dans votre chambre, vous vous couchez, que vous vous disiez que vous êtes les premières femmes à avoir traversé la Manche. Bravo. Et que demain matin, vous aurez des enfants, des petits-enfants, et vous pourrez leur raconter que vous avez traversé la Manche. Forme, c'est l'occasion dans Focus de revenir sur des faits de société qui touchent le monde entier. Dans l'épisode 116, on n'a pas pu éluder le phénomène Barbie, un film, des millions de spectatrices, de spectateurs, des millions de dollars au box-office. C'est donc Focus. Dans Focus, je vous emmène au cinéma. On va regarder une bande-annonce d'un film qui s'appelle La bande-annonce. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir?
Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Closer I am fine. Closer I am fine. Je viens avec toi. D'accord. Waouh, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde, moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Even if nobody else sings along. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Je peux parler à un médecin? C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic. Non. Et un truc qui coupe. Non. Ah, le Appelez voilà. la sécurité. On continue à découvrir nos invités. Lia Renard a dû tout réapprendre, ses mots de femme. On revient sur le plateau avec nos deux invités, Lia Renard et Manuela Amable-Potiron. On a parlé transport et on a commencé à parler de l'amnésie d'identité dont a été victime Lia, qui à l'époque, donc avant ce jour de mai 2013, s'appelait Yasmine et qui s'est rebaptisée pour pouvoir recommencer à vivre. Alors, il y avait une forme d'injonction, en fait, de la part du corps médical qui disait il faut recouvrer la mémoire. C'est un mot, on dit pas retrouver, il faut recouvrer la mémoire pour guérir. La guérison passait absolument par la mémoire retrouvée. Et en fait, as-tu recouvré la mémoire? Non. Enfin, pas comme on l'entend. Parce qu'il y a des choses qui me sont revenues. Il y a même un moment où on pensait que j'avais recouvré la mémoire parce que j'ai eu un choc et j'ai eu des images très fortes. Mais au final, non. Alors, ça s'appelle une levée d'amnésie. Et non, ce n'était pas ça. C'était mon cerveau qui essayait de reconstituer visiblement avec tout ce qu'on m'avait raconté ce qui s'était passé dans mon passé. Mais au final, non, ce n'était pas une levée totale d'amnésie. Et alors, tu as fait 3 tentatives de suicide. Et tu le dis dans le livre, tu souffrais. Il y a une souffrance. Pourquoi cette souffrance? D'où venait cette souffrance? Parce qu'on suppose que ça n'était pas une souffrance physique. Non. C'était une souffrance psychologique qui tenait à quoi? Qui tenait à quoi? Le sentiment d'être illégitime, en fait, dans ma vie. Le poids de la douleur de mes proches me faisait... En fait, c'était comme si je devais demander l'autorisation d'exister, de vivre, de faire des choix. Et c'était très lourd à porter, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait cette injonction de... Oui, mais avant, tu faisais pas comme ça. Oui, mais avant, tu étais comme ça. Oui, mais avant... Et les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est douloureux de s'entendre dire « oui, mais avant ». Ou au contraire, quand il y a des choses qui me revenaient naturellement, je me dis « mais tu n'as pas perdu la mémoire puisque tu fais des choses que tu faisais avant ». Retour sur le plateau avec mes deux invités. Fabienne Clos, on parle d'art, on parle de création et de verre. Et puis on parle du loto aussi avec Liliane Elben. On parlait donc du fait que la FDJ avait déjà, au cours de cette année, versé beaucoup d'argent en fait,
aux Martiniquais qui jouent beaucoup, comme au niveau national. Oui, pas plus qu'au niveau national. Pas plus au niveau national, non, pas plus. Non, c'est pas plus. Ils sont plus orientés grattage, nous dirons. Oui. Et en Guyane, c'est plus les paris sportifs. Mais aux Antilles, c'est plus le grattage, effectivement. Et alors, revenons à ce couple, effectivement, donc, qui a changé un petit peu ses habitudes, ce monsieur qui dit, donc on ne va pas dire qui c'est, bien entendu, mais bon, il y a eu des articles dans France Antilles, donc il garde l'anonymat, bien entendu, on imagine pourquoi. Mais 53 millions, il se dit qu'on a un traitement particulier quand on a gagné autant d'argent. Même avant, peut-être, non ? Non, en fait, à partir du moment où le gagnant se présente donc à l'agence, effectivement, il est pris en charge tout de suite par le service grand gagnant. Donc ces personnes sont venues vous voir? Oui, bien sûr. Ils viennent à l'agence et donc on appelle Isabelle Césaré, qui est donc la responsable du service grand gagnant. Et donc elle parle avec eux, elle discute avec eux pendant un petit moment. Et puis en fait, quand on se déplace dans l'Hexagone, puisque je les ai accompagnés, en fait, elle parle avec eux, elle leur donne effectivement des informations. Ça dure au moins minimum 2 heures. Effectivement, elle leur donne tous les éléments, tout ce qui pourra les aider en fait à redescendre en pression. Et en plus, en fait, ils sont vraiment entourés. Il y a des ateliers qui sont prévus. On n'est pas prêt à ça, quoi. Surtout 53 millions. À partir de 1 million, vous pouvez participer à ces ateliers. Et puis, je suis contente parce que ça permettrait à d'autres personnes de pouvoir avoir envie de connaître ce que c'est l'aïeul. Mais au fond, la leçon de cela, c'est quoi? Tu parlais de peur, tu disais que tu abandonnais facilement. Là, maintenant, tu allais faire la transmanche, il faisait très froid. Tu as fait ça, tu es la première femme, c'est extraordinaire. Tu as vu le chemin qu'on fait de j'ai peur. Tu es jeune en plus, dis-moi, j'ai peur, donc ça fait 9 mois que je fais ça, mais j'avais peur avant, etc. Et puis je suis déjà allée faire tout ça de choses. C'est quoi la leçon du coup? C'est quoi la leçon? Qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est incroyable ce que la leçon que tu nous donnes là. Surtout, toujours se dire qu'on peut toujours aller plus loin. Ne pas se mettre d'obstacles. Et puis même mais les obstacles sont où? Les obstacles sont où? Eh bien... dans notre tête peut-être. Ouais, pour moi c'est le côté mental. Laura, ils sont là, non? Je suis là rejoint. C'est dans la tête en fait. Et on va se mettre des barrières. Tu as des gens qui t'ont dit, quand tu as commencé, tu as dit ça, tu vas faire de l'aïeul, où sont les bleus, etc. Quand tu as dit que tu allais faire ça, autour de toi, les gens disaient quoi? Eh bien déjà, je dirais que bon, pour certains, ça n'a pas été bien vu parce que je ne supportais pas la même yole que certains membres de ma famille. Et du coup, moi, bon, je ne suivais pas les yoles forcément, je savais ce que c'était, mais sans plus. Et du coup, quand ils ont su que j'étais dans une autre association, là, bon, ça a commencé à parler pour rien. Mais moi, c'est ce qui a fait ma force, justement, pour prouver que, OK, vous voulez rester avec que celle qui gagne. Mais moi, je veux aller avec une yole qui va faire des efforts, comme ça que j'apprends. Et puis après, je vais pouvoir réussir. Et du coup, après, bon, on m'a beaucoup rabaissé. On me dit, ah, tu es une fille, c'est pas un sport pour toi, des trucs comme ça. Ben, bon, ce sont des gens autour de toi. Pour moi, c'est des gens jaloux. D'accord. Dans ton livre, tu cites Géry Létang aussi, anthropologue, qui dit, je le cite, il estime que l'aïeul est l'un des rares exemples de préservation réussie des traits culturels créoles. Donc toi, tu épouses cette thèse-là. Oui, je suis totalement en phase avec lui sur cette analyse et à différents points. Différents niveaux. C'est à la fois au niveau de l'embarcation où au tout début, je montre comment en fait l'aïeul, elle est construite à partir des savoirs amérindiens de la pirogue qui sera transposée en gommier. Et ce sont des techniques du gommier qui vont être réutilisées pour l'aïeul ronde moderne. Donc il y a cette première créolisation où on voit bien qu'André Kiokion disait que l'aïeul, à la base, l'origine de l'aïeul, elle est européenne, mais elle rencontre les savoirs amérindiens par le biais du gommier, pour ensuite le charpentier de marine martiniquais qui rapporte sa touche. Donc une première créolité à ce niveau-là. Une autre créolité que je dirais qui se trouve, comme je l'ai dit, la pratique sportive telle qu'on la connaît, elle s'est construite avec la participation de plusieurs groupes ethniques tels qu'on le connaît. Donc il y a eu les pêcheurs principalement, mais on a vu aussi qu'à côté, qui étaient les premiers à être propriétaires de yoles? Ce sont les béquets qui prêtaient leurs embarcations
leur week-end pour les premiers Cuscano arrêtés. Ces Cuscano, c'était quand deux pêcheurs se disaient là, allez, on fait un défi. Voilà, au premier rivet. Voilà, au premier rivet, on rentre à terre. Donc voilà, donc il y a eu ce temps de créolité. Et puis je parle d'une troisième créolité, la créolité maritime, celle que je vois aujourd'hui, c'est cette réappropriation de la mer par les Martiniquais. Elle est réinvestie par l'aïeul, mais réinvestie aussi dans un côté festif. Ben oui, le tour des yeux, ça se passe sur terre et puis sur la mer. Oui, et puis cette idée de défi lancé à la mer, parce que c'est vrai que notre rapport à la mer étant ce qu'il est. Donc, voilà. Justement, on revient vers la mer et sur la mer, en fait, du coup, on se retrouve tous. Peu importe notre pourquoi tu parles de couleur créolisation, pardon, là? Pourquoi tu parles de troisième créolité, là? De troisième créolité, parce que là, on est tous en train de se réapproprier la mer. Et en fait, la mer, elle est étrangère de l'histoire de la Terre, de l'histoire coloniale, traumatique, esclavagiste. Elle l'a été parce que c'est elle qui a permis la colonisation. Et longtemps, les Martiniquais, comme beaucoup d'insulaires, se sont tenus éloignés de la mer. On allait à la plage. Pour eux, la mer. Ouais. Ah ben oui, mais c'est comme pour nous autres, après avoir traversé, et puis quand on vous a jeté vos semblables par centaines par-dessus bord, et ce voyage, quand vous quittez votre terre première, c'est sûr que nous avons très peu de Martiniquais savent nager. C'est de plus en plus aussi. C'est au programme scolaire maintenant. C'est au programme scolaire, donc j'apprends, mais sinon... Mais longtemps, il y a eu cette distance avec la mer. Et puis même quand on allait à la plage avant, c'était avec le fétou, le matoutou, mais on restait sur le sable. Et voilà. Et qu'en fait, maintenant, c'est bon. La frontière est passée et il y a une autre créolité qui se crée, une créolité maritime pour le coup. On se retrouve tous, jaune caco, noir, blanc. Mais c'est une histoire. On est sur l'eau. Mais c'est une histoire. Alors, pendant une semaine. Et c'est une histoire. Pendant une semaine. Pendant une semaine, oui. On a l'impression d'être unis. On a l'impression d'être unis. Oui, mais il y a plusieurs tours d'Aïol. Enfin, pour parler du tour d'Aïol. Et il y en a deux. Il y a plusieurs tours d'Aïol. Il y a le tour d'Aïol, effectivement, sur terre. Puis le tour d'Aïol sur mer. Et le tour d'Aïol sur mer, c'est un tour d'Aïol qui est un peu socialement... Comment te dire, caractérisé, quoi. C'est les bateaux, c'est les afters. Des fois, ça se passe mal, d'ailleurs. Oui. Et c'est l'excès aussi. Ouais. C'est le corps qui se montre, le corps des femmes, d'ailleurs, qui se montre avec les strings, avec le truc. C'est le son qu'on écoute à fond. C'est le champagne qui coule à flot, parfois. Oui. Qu'est-ce que tu vas en dire? Qu'est-ce que tu vas en dire? Ben, tu en parles. Hein, j'en parle. Et c'est ça, je dis qu'il y a deux mondes qui se font face. Et la plage, je la vois encore comme cette Martinique traditionnelle, où on va retrouver les grillades, on va retrouver les jeux d'avant sur le sable. Voilà, c'est une autre ambiance, plus familiale aussi. Et puis la mer, là, elle est réinvestie. Comme tu le disais, là, on est passé dans la modernité, dans la surmodernité. On est dans l'affichage, dans l'événementiel, avec le corps de la femme. Ah, mais ça, c'est la femme qui veut montrer son corps, parce que personne ne l'oblige à le faire. Non, mais il n'a pas dit ça, c'est la factuelle. Oui, non, mais moi, ça vient, c'est l'anthropologue sociologue qui a dit au Kimon, il là. Oui, donc tout à après, fait. Donc, il n'est pas qu'à extrapoler, hein, c'est comme ça. Ah, mais moi, ça, mais ma bagaille là aussi. Et qui devient un objet signe. Et puis là, on voit l'hypersexualisation de notre société. Voilà. On met le terme, et c'est ça, on est dans l'hypersexualisation, et on regarde, et là, on peut voir notre société, elle est totalement là. Totalement là, dans ses valeurs traditionnelles. Et puis, cette surmodernité où on est sur les réseaux sociaux, il faut être sur les bons bateaux, il faut être sur la première ligne, parce qu'autrement, si on n'est pas sur la première ligne de bateau, il faut avoir le plus petit bikini qui soit. Il faut le bon maillot. Vous êtes sur la ligne de départ, mesdames, il faut que j'aille chercher la ligne. Et puis en plus, je suis maquillée, Caca Jaco, on est l'emmène avec les trucs sur les paupières, là. Les trucs bleu, vert, rouge à lèvres, je suis maquillée, les ongles en dessin. Ah non, moi je suis pas. Déjà, moi la mer c'est pas trop mon truc. Je sais pas nager non plus. J'ai déjà participé à une course. Je suis allée en bateau, mais j'étais très malade. Ah mince. Donc oui, non mais je supporte pas trop. Moi la mer, pour moi, je la regarde. Elle est source d'inspiration pour nourrir. Mes écritures, mes nouvelles, mes poésies, ou me nourrir simplement. Je la regarde et je l'imagine. J'imagine les vies profondes, celles qui s'y cachent, et que voilà, j'aime ces abysses, imaginer ces abysses avec des mondes tout à fait extraordinaires. Alors, le prochain film sur lequel je travaille avec un ami co-réalisateur qui s'appelle Vianney Sotès, on travaille ensemble sur un documentaire sur le groupe Well. Oh, moi, quand elle nous a dit ça tout à l'heure, laissez-moi vous dire, avant l'émission, on était tous autour de la table, on était 6, on avait tous une histoire à raconter.
C'est quoi cette histoire? Tu as eu un gros poil, tu as eu un gros poil. Non, mais moi, comme je te dis toujours, moi, j'ai un doctorat De dans gros poil? ça. C'est vrai? Je suis chef. Pourquoi? Ce que tu veux. Je dis que Mélissa a dit tout à l'heure qu'elle donne des Ouais, gros elle a poils. dit qu'elle Voilà. donnait. Alors, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui poils. donnent. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, il y a les victimes. Les mouns à gros poils. Et donc, tu vas faire... Non, c'est effectivement... L'idée du film, en fait, c'est de... Bon, c'est d'en parler, enfin, de comprendre... Enfin, je pense, en fait, que l'intime... En fait, pas l'intime, justement, pas l'intime sans pudeur, hein, mais parler, en fait, d'intime peut être, à mon avis, assez porteur. Porteur de messages, de résilience aussi. Et exactement. Et en fait, c'est aussi l'occasion, en fait, en parlant du gros poil, de différentes sortes de gros poils, des symptômes, des remèdes éventuellement. Il y a aussi, en fait, d'une façon détournée, ou du moins indirecte, il y a aussi le fait de parler des relations amoureuses, Hommes-femmes, de parler des relations amoureuses, de parler de clichés de genre, de stéréotypes de genre. Enfin voilà, quand on dit c'est pas oui, que de toute entre façon, un homme et une femme. Femme c'est châtaigne, homme c'est fruit à pain, et puis débrouillez-vous avec ça. Et voilà, donc c'est aussi l'occasion de parler de ça, et aussi il y a aussi le gros poil et le zouk. Ah oui. Et de cette... Enfin, voilà, moi, je pense à ça quand tu me dis gros poil, pas fait moi la peine, manquer moi. Ou bien Harry Diboula. Harry Diboula, tu me manques. Tu me manques. Ou mais s'il n'y avait pas de gros poil, il n'y aurait pas de zouk. Exactement. Sans gros poil, il n'y aurait pas de zouk. Vraiment, et on les apprécie ces musiques-là. Et pour le coup, il y a ça, en fait, il y a cette idée que, est-ce que vraiment on apprend, en fait, et singulièrement en Martinique, est-ce qu'on apprend à exprimer les sentiments, quels qu'ils soient, sauf que dans le zouk, on les exprime. Enfin, il y a quelque chose de très... Enfin, il y a beaucoup d'ambivalence, en fait. Il y a des choses à dire sur le gros poil. Oui, mais quand on dit... Parce que, bon, le chagrin d'amour, on dit un chagrin d'amour en français ou l'imbé en Guadeloupe, c'est universel. Et encore, parce que, effectivement, le chagrin d'amour, il est universel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je te dis que j'ai un gros poil, c'est pas la même chose. Tu es en train de teaser dessus. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis j'ai un gros poil. J'ai arrêté de manger, je dors plus ou je dors trop. Voilà, je veux voir personne. Je suis en dépression. Je vais mourir. Donc, je suis en dépression. Et ça dit effectivement peut-être comment les gens communiquent. Toi, tu disais, moi j'étais, effectivement, tu nous as fait rigoler, mais on n'a pas ri parce que nous on était plutôt de l'autre côté. On a des gros poils aussi quand même. Voilà, toi, tu disais que tu les provoquais, mais tu te tiens loin de ça, quoi. Tu t'es tenu loin de ça. Ah, loin. Oui, non. Après, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est vrai que j'en ai eu aussi. Plus jeune, et ça forge et parfois ça aguerrit. Ça peut aguerrir, mais ça peut aussi nous mettre dans des travers, justement, aussi. La manière dont on reçoit ses premières ruptures, ses premiers gros poils. Ça fait réfléchir, sur comment on choisit ses partenaires, etc. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Okay. Mais je me suis reconstruite. J'espère qu'il y a des messages d'espoir dans le documentaire. Elle n'a pas refait, elle va commencer. Là, effectivement, on va être en tournage, là. Et normalement, donc, on doit faire le film pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année 2023. On a hâte. C'est peut-être le moment que je préfère dans l'émission, le moment où il faut parler de nom. Généralement, les invités sont pris au dépourvu. En tout cas, ça n'a pas été le cas de Laura Lanry et de Melissa Narayanan, qui ont traversé la Manche sur une yole. Elles ont tout de suite pensé à quelqu'un. Écoutez-les. Eh bien, bon, je ne vais pas dire papa, désolé. Hein, mais... C'est le petit ami, papa, c'est le petit ami. Mais vraiment, je prends en compte maintenant, parce que je sais que ma vie, elle a changé dès lors que j'ai mis les pieds dans ce sport. Et je tiens vraiment à remercier Christophe Dédé, parce que si ça n'aurait pas été lui, je ne sais pas si à ce jour, j'aurais peut-être eu la force de continuer, puisque j'ai fait face vraiment à des difficultés qui étaient compliquées. Et grâce à lui, maintenant, j'en suis sortie beaucoup plus forte. Et c'est vraiment, pour moi, en ce moment, et je pense qu'encore longtemps, puisqu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, que c'est lui l'homme vraiment qui a un pilier dans ma vie. Et qui est un pilier pour des jeunes, beaucoup de jeunes. Exactement. Beaucoup de jeunes, je suppose. Oui. Laura, quel est l'homme qui est le plus important?
Je veux rejoindre Mélissa parce que Christophe, c'est lui qui nous permet, je ne dirais pas de découvrir la vie, mais grâce à lui, ça nous permet de nous ouvrir un peu plus. Et franchement, on l'appelle Papa Christophe, mais c'est ça. Hein. Merci. Il est assez jeune pourtant. Ouais, il a 50 ans. Quoi, peut-être. Oui, justement. Son anniversaire, on n'est pas vieille non plus. C'est super. Donc, c'est du super. coup, c'était pas longtemps. Et voilà, c'est vraiment... un bon pédagogue. Ah oui. Mais en fait, Surtout... c'est pas que cet aspect pédagogique ou professionnel. C'est-à-dire que les liens qu'il tisse avec les jeunes ne sont pas n'importe quel lien. Vraiment, quand on est avec lui, c'est un homme qui transmet non seulement l'amour de son travail, mais aussi dans la vie active. C'est quelqu'un qui est toujours là. Dès qu'on aura besoin de conseils, de quelque chose, il sera là à l'écoute. Et puis, il partage beaucoup. Ah oui. Et vous responsabilise aussi. Exactement. Ah oui. Super. Et il est à la fois dur, mais agréable. Comme un papa. Exactement. Il est dur et il est juste. Toujours. Il y a des papas qui sont comme ça, des papas qui sont moins sympas. Hein. Oui. Bon, lui, il est dur et juste. Exactement. Et quand il dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Et c'est pour cela qu'on le respecte. Parce que c'est un monsieur, quand il dit sa parole, c'est sa parole. L'homme. Non, il n'y a pas d'homme marquant dans ma vie. C'est vrai, il y a des femmes, à commencer par... que je commence seulement à tenter de comprendre. Il y a ma grand-mère... Comment elle s'appelle Armide Vete Kongolo de Mazie, mais également ma grand-mère paternelle, Yvette Leibniz-Nonon. Qui, elles m'ont profondément marquée toutes les deux, avec vraiment une prédominance de ma grand-mère maternelle et puis ma mère, que je commence à comprendre plus ou moins. Sinon, il y en a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres femmes, mais ce sont des femmes qui ont existé dans le cours de l'histoire essentiellement. Mélissa, quel est l'homme? Waouh! L'homme avec un grand H? Le petit, le grand, comme tu veux, l'italique, le gras, le Calibri, New York Times, je ne sais pas, comme tu veux. Eh bien, je vais faire justement, pour sortir de ce côté gros poil, mais à mon compagnon qui est de l'autre côté. Oui, comment il s'appelle? Et il s'appelle Jérôme. Salut Jérôme! Et qui me soutient dans tout et qui m'a fait redécouvrir l'amour. Et on a besoin d'hommes comme ça. Voilà. Spécial dédicace aux anciens. Merci Jérôme. Quel est l'homme dont tu voudrais parler? Alors, écoute, là, je pense à un ami guadeloupéen qui est poète, qui s'appelle Samuel Kramer Rinaldo et qui a sorti, il y a de cela maintenant 3 ans, qui a sorti un recueil de poèmes qui s'appelle La tribu des rimes crépues, qu'on trouve dans toute bonne librairie et tout ça, et qui a énormément de talent. Donc je vous invite à lire La tribu des rimes. La tribu des rimes crépues. Et tu vois, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'est Samuel Kramer Rinaldo. Ok. Le titre de la thèse, parce que j'ai changé récemment, en fait, c'est « Faire mémoire de l'esclavage colonial en musique ». En Martinique et en Guadeloupe, entre 1956 et 1998. En gros, l'idée, c'est à la fois d'arriver à écrire une histoire de la musique de Martinique et de Guadeloupe sur la période, mais de le faire à travers le prisme de la mémoire de l'esclavage. Donc, comment on en parle en musique, comment on en parle dans les concerts, etc., dans les commémorations, quelle musique utilise-t-on, etc. Mais tu as bien avancé, là, tu es pas au début. Oui, non, j'arrive à la fin, là. Est-ce que tu sais pourquoi 1956 Non. Pourquoi 1956 1956, parce qu'il y a le premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne à Paris. Mais en parallèle, en Martinique et en Guadeloupe, c'est le début de la démocratisation des idées anticolonialistes. Et à travers les idées anticolonialistes, on a des quêtes identitaires qui se mettent en place et un retour à l'Afrique, etc. Alors, question vraiment naïve au possible, parce que là, je sens que tu vas aller, puisque c'est... faire mémoire de l'esclavage colonial à travers les musiques des Antilles. Donc il y a la revendication, il y a les militants. Les militants, on pense à des choses très militantes. Donc il y a Eugène Mona, on va y venir, mais on pense aussi à Colo Barst, février, c'est ça? Oui, c'est février 74. C'est en dehors de la période, mais oui. C'est après. C'est en dehors de la période? Oui, c'est après 98. Ah, c'était quand? Ouais, c'est Colo, c'est... Ah, et tonton Colo va se fâcher. Il y a début des années 2000. C'était pas à l'époque de la grève, non? C'était pas ça? Non. Février 74 raconte la grève. Oui, la grève, d'accord, ok. La grève de 2009, tu penses? Oui, voilà, c'est ça, c'est 2008. On est d'accord. Notre Bosso, cet album-là, c'est 2008 ou 2009, exactement. Il y a Coucou
Voici le loup. Tu t'intéresses à ça ou pas? C'est encore en dehors de la période? Alors, c'est dans la période, mais cette chanson-là, précisément, ça parle de l'Europe, pas de l'esclavage. Pas d'esclavage, ouais. Mais il a écrit pas mal de chansons. Ah ouais, toi, c'est vraiment l'esclavage colonial, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'est pas vraiment. politique. Donc ouais. tous les Il y a artistes de la qui ont politique chanté, dedans, ouais. mais c'est par exemple, voyez La Montagne Verte, que Daniel René Corail reprend avec Joko. Oui. Ben, au départ, c'est La Montagne Verte, les chéristes. Et eux la reprennent en disant La Montagne Verte, les nègres marrons vont briller. D'accord. Donc par exemple, je fais une étude comparative de ces deux chansons. Parce que pendant très longtemps, on a chanté La Montagne Verte, les chéristes, La Montagne Verte, Cher va briller comme une étoile à l'Orient. Et justement, à la fin de la période sur laquelle je travaille, Daniel René Corail et Joko la reprennent en changeant les paroles et en mettant à l'honneur les nègres marrons. Et donc il y a beaucoup de chansons, tu as retrouvé beaucoup de chansons? Oui, j'ai un corpus de 103 œuvres musicales. D'accord. Il y a l'opéra triangulaire d'Henri Guédon, il y a des chansons de Bellet, il y a des chansons de Groca. En Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe et en Martinique. Et est-ce qu'en musique s'exprime une contestation de ça? Une contestation de je veux dire, l'esclavage? Oui, non, une contestation du fait qu'on valorise, par exemple, les nègres marrons. Est-ce qu'en musique, enfin, c'est peut-être idiot ce que je dis, mais si tu veux, au niveau politique, tu as des gens, les militants anticolonialistes qui, si tu veux, qui valorisent notre patrimoine, etc. En face, enfin, jusqu'à une certaine époque, tu avais aussi des gens de droite qui étaient départementalistes, puis on disait non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Est-ce que oui, tu as trouvé des chansons qui disent non, il ne faut pas parler de ça ou Alors, il n'y a pas de chanson qui dit il ne faut pas parler de ça, mais il y a des chansons qui parlent de la période esclavagiste sans jamais parler des esclaves. D'accord. Et ça, c'est hyper intéressant. Je les utilise aussi. Par exemple, il y a une chanson de Gérard Lavigny, enfin, il y en a plusieurs même. Il y en a une, c'est Au bon temps des caravelles. Oui. Et il dit au bon temps des caravelles, la vie devait être belle, corsaire noir et tête de mort, îlot fabuleux trésor. J'ai revu tous les récits des navigateurs. Voilà. Et donc en fait, on a vraiment cette vision doudouiste. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que, et donc ce que je cherche à montrer aussi, c'est finalement, est-ce que le doudouisme est vraiment un problème? Parce que et c'est là où c'est intéressant d'avoir toute l'étude, c'est que je m'intéresse à la chanson, à son texte, mais je m'intéresse aussi à l'histoire, au contexte, et à l'histoire du chanteur avec sa chanson et comment il en parle dans les médias et comment il se positionne. Et Lavigny, dans les médias nationaux, à l'époque, il dit non, mais les Blancs ont mis les Noirs en esclavage, ils ont tué les Amérindiens. Donc son discours est politisé. Et donc pourquoi il a des chansons qui parle comme ça, et lui, il n'y a pas de second degré. Tu connais cette chanson-là? Moi, je connais. Moi, je pense qu'il y a un second degré. Après, là, je suis en train de compléter les entretiens pour pouvoir avoir une vision plus globale. C'est un message codé, quoi. Voilà, je m'apprête à dire. À cette époque-là, les chanteurs codaient beaucoup leurs chansons. Exactement. Mais Lavigny, c'est quoi? C'est un Martiniquais? C'est un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen. Très clair de peau, non? Exactement, mulâtre avec de son fils, Eddie Lavigny. Non, pas Béquier, non. D'accord, donc en fait, il peut y avoir un message codé. Toi, tu as chanté comme ça des chansons un peu militantes avec Eric Vergal, j'ai fait des chœurs. Et j'avais participé à une chanson, effectivement, un petit peu active. Ouais. Il y a longtemps? Il y a quelques années de ça, oui. Il y a plus de 10 ans, en tout cas. Et alors donc là, tu travailles sur cette tête, tu l'auras fini quand, s'il te plaît? Disons 2 ans maximum. Ça, c'est la deadline la plus éloignée que je vous donne. Et tu as travaillé aussi sur Eugène Mona. Et là, on a vu, parce que tu étais dans la presse, tu as eu le prix ECLES, donc de la Société d'histoire coloniale, le récit musical de l'esclavage et du colonialisme, à travers cette fois l'œuvre d'Eugène Mona. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as découvert pendant que tu faisais ta thèse, et puis tu te dis, mais Eugène Mona, c'est trop... C'est vrai que c'est un auteur très important. Tu as chanté Eugène Mona? Oui, mais en fait, il m'avait vu à Sainte-Marie, il habitait au Marigot, il m'avait dit, où tu es là? J'étais toute jeune à l'époque, ou bon pour chanter, et puis moi, mais à l'époque j'avais peur, tu sais, c'était Eugène Mona, quoi, tu vois, avec tout ce qui gravitait autour. Donc, j'ai jamais osé. C'était quoi, la stature, quoi? Il était impressionnant, en fait. Il était très charismatique, tu vois. Donc, j'ai fait des chœurs, effectivement. On faisait des soirées belles à Sainte-Marie, à Peine Sucre. Et il venait chanter, tout ça. Donc, je faisais les chœurs pour lui. Et il aimait ça. Mais je n'aurais jamais osé chanter avec Eugène à l'époque. J'étais trop jeune. Tu as chanté de l'Eugène Mona? Oh oui. Qu'est-ce que tu as chanté, du coup? Bras brûlés. J'ai chanté encore Margot Véa. J'aimais beaucoup ça parce que ça m'a rappelé vraiment mon enfance à Sainte-Marie. Donc, voilà, quoi. Eh bien, bon, moi, franchement, ce que je pourrais dire, c'est que j'encourage toutes les femmes à ne pas douter. Et c'est une phrase que je dis souvent, mais croyez toujours en vos rêves et ils se réaliseront. Donc, de toujours tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver à nos objectifs. Et maintenant, se dire que dans la vie, bon, il y a beaucoup de difficultés, mais dès qu'on veut, on peut.
Donc, j'encourage tout jeune, mais encore toute femme, à faire ce qu'il y a à faire pour être bien dans leur vie. Elle a 19 ans, Mélissa. Et elle a traversé la Manche, entre autres choses. Laura, le mot de la femme, ce serait quoi? Moi, ce serait la persévérance, c'est ne pas baisser les bras. Comme dit Mélissa, croire en ses rêves et on va y arriver, et puis voilà. Et debout derrière ça. Exactement. Louen, le mot de la femme, ce serait la persévérance. La persévérance. C'est-à-dire que il y a toujours des moments dans notre vie où c'est dur et on sent qu'on ne va pas réussir, qu'on ne va pas réaliser ce qu'on a besoin de faire. Et des fois, en fait, c'est juste un petit moment d'une grande histoire, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de continuer, de pousser, d'aller plus loin. Parce que peut-être que ce qui se trouve à la fin de cette histoire, justement, elle en vaut la peine, en fait. C'est une notion mathématique, c'est la relativité. Un peu ça. Le mot de la femme, ce serait quoi, Mathilde? Moi, ce serait l'amour. Aimer ce que vous faites, surtout. Je parle surtout aux jeunes qui vont poursuivre leurs études et qui sont actuellement dans des études qui peuvent être difficiles. Toujours aimer ce qu'on fait et trouver un équilibre entre le travail et aussi l'amusement. Parce que l'un ne va pas sur l'autre. Et il faut savoir trouver cet équilibre pour être épanoui dans sa vie personnelle, dans sa vie scolaire, professionnelle, etc. Donc l'amour. Belle leçon de vie de nos jeunes étudiantes Nolwenn et Mathilde. Je vous quitte sur ces paroles à méditer et je vous retrouve pour un nouveau best-of la semaine prochaine. Zitata, même heure, même antenne. Mardi, 21h10, rediffusion 23h30 et puis tous les autres jours de la semaine. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Zitata et vous cherchez Femme. À bientôt. Merci. Femme. Femme.